Alors bonjour à tous et à toutes. Donc je suis, comme Laurent l'a dit, Céline Caël, enseignante de SES au lycée Jacques Fédère. Et avec une équipe de collègues, on a ce qu'on appelle des classes coopératives. En tout cas, on essaye d'animer des classes coopératives. Et dans ce cadre, on a notamment réalisé un partenariat, enfin, avec des chercheurs dans le cadre de ce qui s'appelle un LEA. Un LEA, c'est un lieu d'éducation associé qui sont notamment encadrés par l'IFE. Et nous, on a eu la chance pendant ce LEA, donc pendant 4 ans, d'être accompagnés par deux chercheurs qui sont Sylvain Connac et Bruno Rops. Dans le cadre de ce LEA, on a beaucoup travaillé sur l'impact des pédagogies coopératives sur les conflits qu'il pouvait y avoir en classe, mais ça nous a aussi amené par des chemins détournés à travailler avec d'autres établissements, notamment sur cette question qui va donc animer ma présentation d'aujourd'hui, cette question de la coopération et de l'accrochage scolaire. Donc, l'objectif aujourd'hui pour moi, c'est de vous raconter davantage d'une expérience. Donc, toutes les conclusions qui seront issues de cette expérience seront plutôt modestes, mais j'espère qu'on pourra les approfondir ensemble, notamment grâce à vos questions. Donc, ce travail, c'est un travail qui a été mené avec un micro-lycée à Amiens, donc dans l'académie d'Amiens, et notre lycée, en tout cas l'équipe des classes coopératives du lycée Fédère. Simplement, en fait, on s'est réunis lors d'une co-formation. Donc, une co-formation, c'est quoi? C'est que finalement, il y a personne qui est formé ou qui forme, mais les deux équipes étaient là pour se former, chacun avec sa spécialité. Donc, le micro-lycée d'Amiens spécialisé dans la question du raccrochage scolaire et nous, spécialisés en tout cas, essayant de travailler sur les pédagogies coopératives. Donc, c'est l'alliance de ces deux compétences, domaines de compétences, qui a mené la co-formation. Et au cours de cette co-formation, on s'est posé la question, à quelles conditions les pédagogies coopératives peuvent-elles permettre le raccrochage scolaire? Euh, Simplement, rapidement pour le dire, même si j'imagine que beaucoup le savent, hein, les micro-lycées, c'est des structures expérimentales de retour à l'école qui accueillent les élèves, des élèves en rupture de scolarité. Donc, simplement pour remettre un peu de contexte et pour pas oublier ça. Euh, Par rapport à cette problématique, la première question, c'était de savoir ce que voulait dire raccrochage scolaire. En fait, le raccrochage scolaire, on peut avoir en tête que c'est le fait pour un élève d'aller à l'école, mais c'est pas simplement le fait d'aller à l'école, c'est aussi le fait d'être engagé cognitivement à l'école. Donc, on peut avoir des élèves présents qui ne sont pas dans un engagement cognitif. euh, et donc, le raccrochage scolaire, c'est bien ces deux dimensions dont il est question quand on parle de raccrochage scolaire. Et quand on regarde un petit peu les causes du décrochage scolaire, on peut réfléchir au raccrochage. En fait, euh, le décrochage scolaire, donc je m'inspire d'un livre je m'inspire en tout cas non, je tire mes affirmations d'un livre qui s'appelle Zadig après l'école, qui a été écrit par deux sociologues que sont Joël Zafran et Juliette Vollet, qui eux s'intéressent au parcours de décrocheurs. Et donc eux, leur conclusion sur les causes du décrochage, c'est des causes externes d'une part, donc des situations familiales, sociales, économiques ou médicales qui seraient précaires, compliquées et qui provoqueraient un départ de l'école. Mais ils mettent également en avant, et d'ailleurs c'est davantage cité par les jeunes en situation de raccrochage qu'ils suivent, d'accord, des causes internes à l'école. Ces causes internes, c'est que l'élève perde ou quitte le sens des apprentissages et ont une relation difficile aux enseignants. Et c'est vrai que pour nous, pour notre équipe, ça a été quelque chose de déstabilisant. Parce que quand on est arrivé au micro-lycée, qu'on nous a demandé pour vous pourquoi les élèves décrochent, la première chose qu'on s'est dit, c'est bah, parce qu'ils ont une situation familiale compliquée, parce que les apprentissages sont trop loin de leur univers scolaire. C'est ce qu'on a dit hein, sur le rôle du milieu social dans l'investissement à l'école, ce que Laurent a dit juste avant. Et en fait, ce que eux nous ont présenté, c'est que les élèves qui raccrochent sont plutôt des élèves qui, en tout cas, eux, mettent en avant des causes internes à l'école. Et ça a permis de définir un peu des pistes, notamment dans ce livre, mais aussi nous en co-formation, c'est les pistes sur lesquelles on s'est mis d'accord, c'est-à-dire que le raccrochage est permis par la sollicitude des adultes et des pairs, par une prise de confiance des élèves face à l'école
et par une forme de découverte du plaisir d'apprendre. Alors ça, ces causes du raccrochage, on va le dire avec évidemment beaucoup d'humilité. On, s'en- on- on est basé sur des travaux, mais on se doute bien qu'il y a énormément de facteurs et que c'est multifactoriel et que donc sans doute que ça ne s'arrête pas à ça. Mais nous, notre objectif, c'était d'identifier trois causes qui nous permettraient de réfléchir aux différentes manières pour les pédagogies coopératives de réintégrer les élèves, de raccrocher les élèves au milieu scolaire. Donc face à ces facteurs du raccrochage scolaire, donc ce qui favoriserait le raccrochage scolaire, on a mis des grands principes de la coopération. Ces grands principes ne sont pas, en tout cas sont loin d'être exhaustifs. L'idée, sur ces principes de la coopération qu'on a définis nous en équipe avec l'équipe du lycée Fédère qui avance ces classes coopératives, ces principes de la coopération, c'est les suivants. L'idée que dans les pédagogies coopératives, on organise l'interdépendance pour susciter l'intérêt, c'est-à-dire qu'on organise les liens entre les élèves lors des activités pédagogiques pour les mobiliser, pour leur donner envie d'apprendre. Deuxième principe de la coopération, c'est qu'on confie des responsabilités utiles au groupe. Ça veut aussi dire qu'en tant qu'enseignant, on a moins, en tout cas, on délègue certaines de nos responsabilités. On verra après que le mot déléguer ou confier veut pouvoir dire des choses différentes. Mais en tout cas, l'idée, c'est que l'enseignant ne prend pas tous les rôles sur lui, mais certains rôles pour la classe peuvent être distribués aux élèves. Le troisième principe de la coopération, ça va être l'idée d'ouvrir des espaces de parole. On a mis libre entre guillemets, puisque ces espaces de parole sont encadrés par des règles qui sont très importantes et qui sont très fortes. Et enfin, dernier principe de la coopération, c'est l'idée de l'organisation d'une coopération à différentes échelles. Alors, ces verbes-là, organiser, confier, ouvrir, organiser, pour nous, ils sont très importants, c'est pour ça que je les ai mis en gras, c'est que finalement, il n'y a pas de spontanéité lorsqu'on met en place des pédagogies coopératives. Il y a l'idée que l'enseignant est là pour organiser la coopération, mais aussi pour former les élèves à la coopération. On est loin d'une grande spontanéité où on laisserait les élèves faire sans intervenir. Donc à ce stade, lors de la formation qu'on a vécue avec l'équipe d'Amiens et l'équipe de Fédère, on a d'un côté ce qui favorise l'accrochage scolaire et de l'autre les principes de la coopération. Euh, Maintenant, tout le travail, ça a été de se dire, OK, comment on met en lien ces facteurs de raccrochage scolaire et nous, ce qu'on fait dans les pédagogies coopératives? Est-ce qu'il peut y avoir du lien entre les deux? Alors, euh, avant de continuer et avant de montrer les différents outils possibles, j'aimerais juste dire que quand on parle de pédagogie coopérative, quand on évoque le rôle qu'elles peuvent avoir pour mobiliser les élèves, on n'est pas, on essaye d'avoir une forme de recul et on est loin d'être naïf et on sait que c'est loin d'être parfait. Voire parfois ça peut ne pas marcher du tout, d'accord? Mais l'idée derrière ça, c'est de réfléchir au rôle de la pédagogie dans l'engagement des élèves. En fait, c'est utiliser ces pédagogies coopératives pour se demander comment la pédagogie peut permettre le raccrochage scolaire, étant donné qu'on a identifié des causes qui étaient internes à l'école. Alors, à partir de ce travail, euh, on s'est réunis en atelier et chaque collègue, par grand principe de la coopération et avec en tête ces grands objectifs, a défini quelques outils qui pourraient permettre, du coup, au principe de la coopération, de favoriser l'accrochage scolaire. Je vous donne quelques exemples. Alors, si ça vous intéresse plus particulièrement, on peut en parler plus largement pendant les questions. Je peux vous expliquer plus largement comment les outils sont mis en place. Il n'y a aucun souci. Mais là, je vais passer assez rapidement pour laisser justement le temps à chacun d'exprimer ses besoins après pendant les questions. Par exemple, dans l'idée d'organiser l'interdépendance pour susciter l'intérêt, il a été défini avec les collègues d'Amiens qu'on pouvait mettre en place ce qu'on appelle des situations problèmes. Des situations problèmes, bon, c'est des grandes questions, mais l'idée surtout de la mise en place telle qu'on l'a pensée, c'est de laisser un temps aux élèves pour qu'ils puissent faire émerger des idées seuls pour ensuite pouvoir contribuer au groupe.
Alors peut-être que là on est dans la tambouille de la pédagogie, mais parfois quand on lance les élèves dans une activité en groupe, s'ils n'ont pas eu le temps individuel pour réfléchir à ce qu'ils pouvaient apporter à leurs camarades, ils vont vite décrocher, ils vont arrêter de s'intéresser parce qu'ils vont pas avoir le temps, d'apporter au groupe et il va toujours en avoir un qui sera plus rapide que les autres. L'autre possibilité, c'est de mettre en place des classes puzzle. Donc là, l'idée de la classe puzzle, c'est là aussi que chaque individu dans la classe étudie quelque chose de différent pour ensuite apporter à l'ensemble du groupe à travers différents temps qui sont eux-mêmes bien cadrés. Je passe très vite, mais on peut bien sûr en reparler pendant les questions. Sur l'idée de confier des responsabilités utiles au groupe, dans les pédagogies coopératives, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre en place des heures d'entraide, mais là je laisserai Aude en parler plus précisément, hein. En tout cas on en parlera plus longuement tout à l'heure. Mais on peut aussi organiser des conseils d'élèves. Les conseils d'élèves, c'est des moments, nous dans notre lycée, mais c'est aussi le cas au micro-lycée, il y a 1 heure par semaine de conseils d'élèves où les élèves décident de règles pour leur classe, de projets pour leur classe et décident et discutent de ce qu'ils pourraient apporter à leurs apprentissages. Donc là, on va retrouver en filigrane, hein, la question de Laurent, qui est de savoir finalement ce moment, comment il fait pour apporter aux élèves, en tout cas pour les aider à apprendre mieux, mais ça peut aussi être un moment où ils apprennent à coopérer ensemble et à décider ensemble. Euh, Pendant ce conseil d'élèves, c'est pas le professeur qui est l'animateur. Il l'est peut-être la première ou la deuxième séance de l'année pour leur montrer comment faire, mais ensuite c'est les élèves qui gèrent et animent ce conseil. Et ce moment, pour confier des responsabilités utiles au groupe, c'est à la fois un moment où on va laisser les élèves prendre confiance pour animer le groupe, donc on rejoint un petit peu ce qui pourrait favoriser l'accrochage scolaire. Dans le conseil d'élèves, on retrouve cette idée des espaces de parole qui sont libres, mais encore une fois libres entre guillemets, puisque c'est tout à fait organisé. Ici, j'ai mis le lien vers notre blog sur lequel vous pouvez aussi retrouver FEDERCOP, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait pour ouvrir des espaces de parole libres, et notamment pendant ces conseils d'élèves. Ces conseils d'élèves, c'est des conseils où l'adulte, donc le professeur et les professeurs présents, quand ils votent, s'ils votent, ils ont une voix et chaque élève a une voix. Donc les élèves, à ce moment-là, l'adulte n'a pas plus de poids que l'élève dans la prise de décision. Et là aussi, on retrouve, hein, dans les discours des raccrocheurs le fait que ce soit cette sollicitude, cet espace privilégié peut leur donner envie d'être à l'école, même si ça peut déstabiliser, puisque c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe dans l'expérience globale, dans l'expérience habituelle. Et enfin, dans l'idée d'organiser une coopération à différentes échelles, là on a défini pas mal de petites choses aussi qui pourraient être intéressantes pour favoriser l'accrochage scolaire. Et donc l'idée d'une coopération entre adultes, ça c'est très important au micro-lycée. Euh, je sais que parmi vous, vous travaillez sur le décrochage scolaire et donc l'implication des parents notamment est très importante dans ce raccrochage scolaire. C'était beaucoup mis en avant. Mais on pourrait aussi parler des conseils de classe participatifs. Ces conseils de classe participatifs, c'est des conseils où les élèves sont présents et définissent eux-mêmes leur appréciation du trimestre, qui peut ensuite être amendée par les enseignants, mais toujours en coopération avec eux. Donc cette coopération entre finalement élèves et enseignants pendant ces conseils de classe participatifs peuvent permettre à l'élève de reprendre, à la fois de prendre confiance en sa capacité à changer son parcours scolaire, mais aussi ça lui permet d'adopter une forme de lucidité sur ses apprentissages et sur son parcours scolaire. C'est le conseil de classe participatif s'appelle au micro-lycée, mis en place sous forme de conseil de progrès. Euh, donc c'est 2 instances, mais qui ont vraiment le même objectif, qui est d'engager les élèves dans leur parcours et de ne pas décider dans une instance extérieure qui est le conseil de classe, à la fois quel bilan ils ont fait et surtout leur avenir. Une fois que j'ai dit tout ça, là, ça fait un peu liste à la Prévert de tous les outils. Euh, et donc, on pourrait se dire finalement, ah oui, on a plein d'outils, c'est super, ça y est, on peut mettre en place des pédagogies coopératives. Et puis, avec un peu de modestie, mais ça peut avoir un impact positif sur l'accrochage scolaire. En fait, en disant ça, ce qu'on a conclu dans cette formation, c'est qu'on n'a pas dit grand-chose. C'est que finalement, si on met tout ça en place sans changer la posture de l'enseignant,
on ne peut pas vraiment, en tout cas, c'est possible que ces outils n'aient pas d'impact, voire ne fonctionnent pas, et on pourrait avoir des enseignants qui, eux, estiment que ça n'a absolument pas fonctionné, que ça s'est mal passé. Donc, c'est un peu cette congruence entre les outils, les étayages, donc ce qu'on sait de la coopération, les travaux que Laurent vous a montrés auparavant, et les valeurs et la posture. Cette congruence entre ces trois pôles, c'est ce qui fait la pédagogie. Et la conclusion de nos travaux avec le micro-lycée, c'est que ces outils peuvent être mis en place dans un objectif de raccrochage scolaire uniquement, en tout cas d'accrochage scolaire, uniquement s'il y a des postures enseignantes. C'est ce qu'on a voulu dire ici, en disant que rien de tout ça n'était possible sans certaines postures enseignantes. Alors, au cours de cette co-formation, on en a défini quelques-unes. Encore une fois, rien n'est exhaustif et on pourrait en rajouter. Euh, la première, ce serait de considérer l'élève comme un interlocuteur valable. En effet, hein, si on estime, par exemple, lorsqu'on met en place une classe puzzle, que les élèves ne peuvent vraiment pas expliquer à leurs camarades aussi bien que nous, enseignants, bon, il y a toutes les chances que la classe puzzle ne se passe pas bien. Et pourtant, ce serait bien normal de le penser. On est enseignant, on a envie de bien expliquer les choses. Et toute la posture de l'enseignant, c'est justement ces valeurs qui vont influencer son agir et qui vont lui permettre peut-être de lâcher prise pour laisser cette place aux élèves et lui permettre d'être utile au groupe et d'être utile aux autres. Une autre posture qu'on pourrait mettre en avant, c'est finalement que l'exigence est une forme de bienveillance, c'est-à-dire qu'on peut être bienveillant et être exigeant en même temps. La bienveillance, c'est un mot qui est un peu galvaudé aujourd'hui. Nous, en équipe, on fait le postulat on n'est pas là pour être bienveillant de manière molle, c'est-à-dire en mentant sur le niveau à avoir ou sur les apprentissages qu'il faut réaliser ou sur le chemin à parcourir pour atteindre les attentes, mais qu'on peut le faire tout en valorisant les progrès, les compétences et les réussites de chacun, tout en laissant la place aux élèves. Une autre posture possible, et encore une fois, je ne vais pas toutes les dire parce que sinon ça fait vraiment catalogue, c'est d'être convaincu de l'éducabilité de tous et peut-être que finalement, même si arrivé à l'adolescence ou même en fin de primaire, on n'est pas encore aux attentes, rien n'est défini pour le reste de sa vie et que l'éducabilité peut se faire à tout moment. Et c'est peut-être cette posture qui va permettre à l'enseignant de confier des responsabilités, par exemple, au groupe. Je finirai pour laisser du temps aux questions. Je crois que ça fait à peu près 20 minutes que je parle, 19 minutes, il me semble, euh, par une phrase de Philippe Mérieux qui, pour moi, pour nous en tout cas, résume bien nos idées, en tout cas ce qu'on a mis en place dans cette co-formation, c'est qu'on demande souvent aux élèves ce dont ils ont besoin, mais rarement ce qu'ils peuvent apporter. Et Philippe Mérieux, il cite ça en parlant, en citant lui-même des élèves qu'il a rencontrés à Marseille et qui étaient en situation de décrochage scolaire. Merci pour votre écoute. J'espère que c'était clair et sinon je suis disponible, nous sommes disponibles collectivement pour répondre à vos questions. En fait, j'ai été enseignante en micro-lycée pendant 10 ans et là, je suis revenue vers des classes traditionnelles. Et donc, j'essaie de mettre en place une classe coopérative en seconde. Et je remercie beaucoup Laurent et Céline. Je lis l'ouvrage de Laurent Reynaud et de son équipe vraiment très attentivement. Et alors là, ce qu'on rencontre comme difficulté, c'est les dynamiques d'une classe à 35 élèves qui parfois viennent rendre complexe la mise en place des démarches coopératives. Alors, il y a beaucoup de choses qui marchent très très bien. Le conseil participatif marche très bien. C'est la première année qu'on le fait ensemble, hein. Le marché de connaissances marche très très bien. Enfin, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent, mais il y a pour la mise en place du tutorat entre élèves ou du travail en groupe, la dynamique d'une classe avec 35 élèves rend les choses complexes. Mais donc en fait, je m'interroge beaucoup sur comment faire en sorte que tout puisse fonctionner avec ces effectifs parfois pléthoriques. Bah, bien sûr, c'est compliqué les effectifs et c'est vrai que
pour être tout à fait transparent et honnête, à FEDER, on est à peu près à 25 élèves en classe de seconde et au micro-lycée, c'est des petites classes. Donc ça peut donner l'impression que, en effet, c'est plus facile et je pense que d'une certaine manière, ça l'est. Mais peut-être que ça n'empêche pas les classes à 35 de le faire. Mais peut-être que ça implique que les règles, en tout cas c'est plutôt une remarque, hein, sans vouloir imposer quelque chose, mais ça implique que les règles soient beaucoup plus strictes, en tout cas dans la mise en place par exemple des heures d'entraide. Mm. Je pense que finalement ce collectif très hétérogène de la classe à 35, il est difficile, mais c'est justement ça qui est intéressant dans la mise en place de Oui, l'entraide et parfois ça peut être peut-être plus intéressant que quand ils sont pas beaucoup et qu'en plus si c'est plus homogène, comme on peut avoir au micro-lycée un niveau plus homogène par exemple. Donc ça c'est peut-être un peu, ça peut être plus porteur, mais ça implique que les règles soient peut-être plus cadrées avec, je dis des choses comme ça, c'est des pistes, hein. L'idée de par exemple d'un travail qui soit limité à un certain nombre un nombre par groupe. Par exemple, il faut pas travailler à plus de X pour éviter le côté on se met entre copains. On peut laisser la place aussi à la non, c'est ce que disait Laurent, on peut ne pas forcer à la coopération et laisser des temps de travail seul. On peut estimer que le temps d'entraide il est court et que ça doit tourner, donc il doit y avoir des ateliers tournants. On peut aussi définir avec les élèves des ateliers en amont sur les notions qu'ils ont appris. C'est quelque chose qui s'appelle, enfin, qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez appris cette semaine, et à partir de là, on fixe les ateliers, et ces ateliers-là, ils tournent, et dans ces ateliers, il peut y avoir des moments d'entraide. Tout ça, je pense, c'est des petites pistes pour pouvoir vivre le groupe à 35. Et après, on a beaucoup parlé aussi dans notre équipe de l'idée d'internaliser l'entraide, c'est-à-dire de le faire à la fin des sessions de cours, parfois, plutôt que sur une heure externe. Et que parfois, pour certaines classes, c'est plus simple parce qu'on voit plus le sens, ça dure pas très longtemps, c'est plus court et ça permet que ce soit plus efficace. C'est des idées, mais je laisse peut-être. J'avais l'impression que ta question portait sur les heures d'entraide spécifiquement. Hum, euh, sur l'entraide comme sur le travail en groupe, mais bon, la situation, hum, j'aurais du mal à dire exactement toute la complexité parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte. Le public est quand même pas du tout le même en micro-lycée et en classe de seconde. C'est ni le même âge, ni la même situation, ni le même rapport à l'école. Il n'y a pas la même façon de se positionner. Donc effectivement, oui, probablement une clarté des règles plus importante mais voilà, il y a en tout cas des dynamiques de groupe. Ce que je veux dire, c'est que parfois il y a des dynamiques de groupe, surtout quand en plus on n'a pas un environnement de classe qui favorise le travail en groupe et que tout le matériel est compliqué à faire bouger. Il y a des dynamiques de groupe qui parfois sont difficiles à gérer. Bon, maintenant, voilà, c'est la première année qu'on le met en place et je pense qu'on va avoir un recul en la fin de l'année. Le projet est reconduit, on a une direction très très soutenante, donc ça c'est formidable et on va avoir un recul pour modifier un peu la mise en place. Mais c'est vrai que voilà, je suis preneuse de vos conseils si, parce que c'est vraiment ce qui m'interpelle le plus. Parce que l'avantage qu'on a trouvé cette année à mettre en place cette classe coopérative, c'est qu'on voit tous les problèmes. Et ça, c'est vraiment, je pense, alors il y a une multitude de problèmes que je pense on ne voyait pas auparavant. Et là maintenant, on voit tous les problèmes et tous les petits décrochages qui pourraient aboutir à un vrai décrochage des élèves. On les voit, ils sont visibles et on peut intervenir. Mais voilà, donc déjà ça c'est un gros apport de cette expérience. ok. La dernière chose que je rajouterais, mais sans doute que vous le faites déjà, c'est que il existe aussi, en tout cas, il y a une possibilité de former les élèves, tu sais, au travail en groupe, Mm. à l'entraide, et que peut-être parfois ça peut accompagner des dynamiques de groupe, par exemple des élèves qui diraient ça c'est pas pour moi, ou moi je suis fort, j'ai envie d'avancer tranquillement, peut-être les former justement à cet effet tuteur, c'est des pistes qui peuvent être intéressantes. Et ce que tu dis sur les conclusions que vous en tirerez à la fin de l'année. Je pense que ça aussi, le travail collectif par rapport à une situation de classe et faire évoluer selon les contextes, c'est précieux. Parce que nous, on a notre expérience dans notre contexte, mais le travail collectif peut mener à d'autres conclusions, quoi, Mm. selon ton contexte. Oui, juste pour souligner ce que dit Céline là, parce que tout à l'heure, tu disais, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et Mm. quand on parle, nous, on essaye par exemple de parler de pratiques coopératives, hein, pas vraiment de classe coopérative, parce que classe, ça veut dire qu'il faut déjà se mettre d'accord avec des collègues, etc.
Mais il me semble quand même, au regard de ce que disait Céline aussi sur la batterie d'outils, là, et pour en revenir aux postures, et on le voit bien à la Cardi aussi, de toutes les équipes qu'on suit, finalement, c'est pas tant les outils, etc. Bien sûr, il en faut, hein, mais avant de parler de classe coopérative, en vrai, je vais retourner le propos. Je pense que avant de s'intéresser aux élèves, il faut aussi s'intéresser à nous en tant qu'enseignants. Mhm. C'est-à-dire que je pense que se lancer dans un projet pour que les élèves fassent groupe, c'est aussi comment nous, on va faire groupe en tant qu'enseignants. Et je pense que si on s'intéresse à une classe coopérative, avant de penser la classe coopérative, il faut penser nécessairement, mais c'est compliqué, des temps entre collègues pour justement se confier ce Oui. qui marche pas. À 35, ça va pas marcher ce truc, mais ça, pourquoi pas, comment on l'adapte. Et on le voit bien à la Cardi, quand on suit des équipes, on voit bien qu'il n'y a pas d'outil qui est transposé à l'identique, quoi. Chacun en fait un peu à sa sauce, quoi. Donc je pense, mais c'est ça qui est complexe, il faut trouver l'interstice pour quand même Oui. réussir à avoir ce que disait Céline, du temps pour faire collectif en tant qu'enseignant, pour pouvoir ensuite encourager les élèves à coopérer. Mais je pense que c'est nécessaire, quoi. Avant même tous les outils ou toutes les pratiques qu'on peut retrouver dans tel ouvrage ou dans tel fascicule. Voilà, l'idée, c'est quand même d'avoir du temps pour pouvoir échanger ce qui marche, ce qui ne marche pas, et surtout réadapter en fonction du contexte et des envies du moment aussi entre collègues, quoi. C'est important, je pense. Nous, du coup, on est suivi par la Cardi depuis 4 ans. Et en fait, la Cardi, au départ, ils nous aidaient à nous fixer des objectifs en disant, vous n'allez pas pouvoir développer tous les outils d'un coup. Donc, je sais pas, il y a une année, on a fait quasiment que de la classe puzzle. Mais du coup, on s'est retrouvés 3, 4 fois en se disant, bah voilà, dans chaque cours, on essaye une classe puzzle et après, on discute de ce qui a marché, pas marché. Et d'année en année, on a rajouté des choses en plus. Mais c'est vrai que le temps en équipe était important, peut-être plus que les outils. Et aussi pas faire tout d'un coup, quoi. Bah, très intéressant tout votre travail. Voilà, comme vous êtes en micro-lycée, ben, vous êtes déjà en raccrochage. Donc moi, je me demandais si ça pouvait pas inspirer avant pour éviter le décrochage en fait. Si vos pratiques, est-ce que dans vos échanges, vous êtes en lien par exemple avec des collèges pour pouvoir inspirer des professeurs de collège, ou est-ce que vous pensez que vraiment ce sont que des actions de raccrochage? Alors, oui, justement, alors c'était sans doute pas très clair et j'en suis désolée. Nous, on est une équipe dans un lycée tout à fait classique, quoi, un lycée d'Épinay, le lycée d'Épinay-sur-Seine, qui s'appelle le lycée Jacques Fédère. Et le travail que je vous ai présenté, c'est un travail qui a été réalisé en coopération avec un micro-lycée, c'est-à-dire celui d'Amiens. Donc, ces deux lycées ensemble ont défini des, finalement, des postures qui permettraient de faire vivre des outils mettant en lien la volonté de l'accrochage scolaire avec la coopération et les pratiques coopératives. Voilà. Donc nous, en tout cas, dans notre réflexion au lycée Jacques Fédère, on est vraiment en amont, même si on est dans un lycée, hein, on est avec des élèves qui ne sont pas des décrocheurs. En tout cas, pour la plupart, ils ne le sont pas. Certains peuvent l'être, mais dans la majorité, ils ne le sont pas. On n'a pas les mêmes problématiques qu'au micro-lycée. Donc nous, pour vous donner une petite idée, peut-être si ça intéresse, mais après je pourrais vous donner les infos, on a déjà mené l'enquête de l'impact sur les absences de nos pédagogies. Et on a vu hein, quelque chose de positif. Alors après, on l'a fait qu'une seule année, donc il y a un effet année, un effet prof qui joue. C'est difficile d'en tirer des conclusions strictes, mais on est bien en amont du décrochage scolaire. Par contre, la réflexion avec Amiens, l'idée, c'était que eux nous apportent leur expertise. Justement, c'est exactement ce que vous dites hein, sur l'après, une fois qu'on a décroché, qu'est-ce qui s'est passé et comment eux font, puisque eux, ils le font aussi pour raccrocher. Donc, il y a vraiment deux dynamiques et je pense que c'est intéressant que vous le souligniez entre l'accrochage, qui est plutôt du côté du lycée Fédère, et le raccrochage du côté d'Amiens. Mais ça vaut, enfin je dis deux lycées là, mais en réalité, ça vaut pour nous tous, qu'on soit dans un micro lycée-collège ou dans un lycée-collège, je dirais classique entre guillemets, parce que voilà. Mais et donc en fait, on est dans ces deux dynamiques-là, quoi, raccrochage, accrochage. Et c'est bien des travaux qui sont menés sur les deux plans et des D'accord. outils qui ont Merci été pour votre définis réponse. pour les deux plans. Voilà.